Alors, bonjour à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 87, loi concernant principalement le développement et la mise en valeur de terrains industriels et la gouvernance de la Société du parc industriel portuaire de Bécancour. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Cadet-Bourassa-Sauvé est remplacée par Monsieur Beauchemin-Marguerite-Bourgeois et Monsieur Fontesilla Laurier-Dorion est remplacé par Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques. Parfait, merci. Si vous vous souvenez, hier, avant de terminer, on a adopté tout juste avant la fin l'article 13. Donc, on est rendu à l'article 14. Monsieur le ministre, vous pouvez en faire la lecture, s'il vous plaît. Et après, on va s'enchaîner une période d'échange. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Plaisir de vous retrouver. Merci. Et les collègues de la partie gouvernementale, les oppositions, les équipes, merci encore de votre présence. L'article 26 de cette loi est modifié par l'ajout à la fin des alinéas suivants. Le gouvernement peut déterminer qu'une disposition du premier alinéa s'applique à l'ensemble des filiales de la société ou à l'une d'entre elles seulement. L'autorisation du gouvernement n'est toutefois pas requise à l'égard des transactions effectuées entre la société et ses filiales, ni entre ses filiales. L'article 26 de la loi sur les sociétés du parc industriel et portuaire de Bécancour précise certains pouvoirs que peut exercer la société dans la mesure où elle obtient l'autorisation du gouvernement. Suivant cet article, le gouvernement pourrait établir par décret des limites auxquelles serait assujettie la société, principalement en ce qui concerne sa capacité financière. L'article 14 du projet de loi fait en sorte que, sur décision du gouvernement, l'exercice de ces pouvoirs par les filiales de la société pourrait aussi être soumis à l'autorisation du gouvernement. Merci. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous d'être ici ce matin. Monsieur le ministre, pourriez-vous peut-être nous expliquer, layman terms un peu plus, là, le genre de flot de décision que ça peut représenter? Un exemple plus concret, peut-être, pour que monsieur et madame tout le monde comprennent. Avec votre permission, on pourrait prendre la question. Monsieur Hudeau, prenez le temps de vous présenter avec votre titre, mais j'ai besoin du consentement de tout le monde avant. Est-ce que j'ai votre consentement? Consentement. Consentement, donc allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, Alain Hudon, légiste au ministère de la Justice pour le ministère de l'Économie, Finances et Tourisme. Alors, l'article 26 de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour confère, dans le fond, déjà à la société des pouvoirs en matière, on va dire, contractuelle. Donc, il y a notamment d'acquérir, détenir des actions d'une autre entreprise, de contracter des emprunts ou de conclure des contrats. Ces dispositions-là prévoient que l'exercice de ce pouvoir-là peut être limité ou encadré par décret du gouvernement. Donc, on prévoit ici la possibilité que le gouvernement, notamment pour les emprunts, ce serait au-delà d'un montant, au-delà du montant déterminé par le gouvernement. Donc, le gouvernement pourrait donner un plafond en disant, si vous voulez emprunter au-delà de ce montant-là, ça va prendre une autorisation du gouvernement. Mais en deçà de ce plafond-là, vous n'avez pas besoin d'autorisation du gouvernement. C'est quoi le threshold? On a-t-il une idée? C'est quoi le montant? Actuellement, ce que j'ai dans le décret, le dernier décret, c'est un décret, là, je vous donne la bonne information, là, de 2023. On dit que la société est autorisée à contracter des emprunts à court terme pour un montant de 12 millions jusqu'au 31 mars 2025, dont 3 millions pour ses besoins opérationnels, 9 millions pour ses projets d'infrastructure. Donc, si on voulait contracter des emprunts au-delà de ces seuils, il faudrait retourner au gouvernement pour obtenir une autorisation. D'accord. Mais si on respecte ces seuils-là, bien, la SPIB a la compétence pour la capacité juridique de contracter. Puis même chose au niveau de 3. L'article 3 prévoit qu'à l'égard de la conclusion d'un contrat, pour acquérir ou vendre un bien, mais le gouvernement pourra mettre une limite au niveau monétaire. Il y en a déjà eu une, cette limite-là a été supprimée. Actuellement, il n'y en a pas de limite au niveau contractuel. Puis pourquoi qu'on mettrait une limite juste pour... Bien, on pourrait dire que quand c'est pour contracter au-delà de 10 millions, bien, tu viens autoriser, on veut voir ça, puis ça demande une autorisation du gouvernement. Mais les contrats dont la valeur est en bas de 10 millions, bien, vous avez carte blanche. C'est quoi l'objectif, Monsieur le ministre, du gouvernement dans ça exactement, là, juste pour qu'on soit clair? L'idée, c'est de réduire la paperasse et des suivis qui peuvent avoir lieu. Donc, la société, lorsqu'elle transige avec ses filiales, c'est de consentir que les filiales sont le bras, l'extension de la société. Donc, on veut réduire l'administration entre les filiales et la société principale. C'est tout.
Mais on doit quand même garder un œil sur cet aspect-là de la chose. Ça va de soi. Donc, il y a comme quand même un suivi au niveau de la paperasse du suivi. Je veux dire, que ce soit décidé en haut ou dans les filiales, c'est sûr que si on le descend en bas, ça va rajouter de l'opérationnel, non? Oui, mais en le faisant ainsi, on veut réduire les barrières. Comme ça, chaque fois qu'une filiale fait quelque chose, elle n'est pas obligée de venir au gouvernement. Elle peut aller à la SPIB. Nous, notre relation va demeurer avec la SPIB qui, elle, gère ses filiales. OK. Fait qu'il y a vraiment une délégation du pouvoir qui est faite, là. Ben, en fait, nous, on est toujours intéressés par ce qui se passe par la SPIB, son travail, sa mission, la livraison de sa mission. Là, après ça, la SPIB peut décider d'avoir des filiales pour elle-même qui l'aident à gérer sa mission et à faire atterrir ses projets. Nous, on se fie sur la SPIB de gérer ses filiales. Nous, on s'occupe à 30 000 pieds de ce que la SPIB va faire. Donc, le contrôle se fait sur les différents niveaux, dépendamment de qui est responsable. Mais ultimement, on garde toujours un œil dessus indirectement par la vision qu'on a sur la SPIB. Puis le reporting qui se fait des filiales à la SPIB, là, ça se fait aux 3 mois? Ou... Les règles continuent. C'est quoi les règles? Mais les règles de comptable. Donc, Ouais, c'est quoi, mais une filiale va être une entité par action, va avoir des années financières, va avoir des audits, va avoir des... Donc, c'est annuel, parce que c'est pas trimestriel? Ça va être... toute société par action a des obligations selon son domaine. Certains domaines, c'est aux 3 mois, certains domaines, c'est par année, mais on change rien. Présent? Je pourrais pas vous le dire. Peut-être, Monsieur le Président de la SPIB peut vous donner un exemple. Merci, j'ai besoin de votre consentement pour permettre à M. Olivier d'intervenir auprès de cette commission. Donc, j'ai votre consentement. M. Olivier, prenez le temps de vous présenter votre titre, puis la parole est à vous. Oui, bonjour, Daniel Olivier, PDG de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, on a une filiale, je vous donne l'exemple concret, on a une filiale jusqu'à maintenant, la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent à Gaspésie. Ce qui se fait, c'est évidemment, il y a des gestes que la SPBSG doit venir nous voir, qui doit être approuvé par le CA de la SPIB. Mais minimalement, c'est une fois par année. Et puis, ce qui est prévu aussi, c'est que le rapport annuel de la SPIB va devoir inclure des éléments clés de notre filiale, la SPBSG. Donc, il y a un rapport qu'annuel. Il y a déjà un rapport annuel. La SPBSG fait son rapport annuel et nous, on va intégrer certains éléments de ce rapport-là dans notre rapport annuel aussi. D'accord, mais en termes de reporting, il y a juste cette fréquence annuelle-là qui est faite. Fait qu'il n'y a pas de suivi par rapport à comme les montants d'encaisse, comment ça va bouger, est-ce qu'on est sur 2 mois dans l'année, on est déjà rendu à la limite presque, ou pas, ou peu importe. Il n'y a pas comme un... comment ils appellent ça, le ministre? Des dashboard, mais comment ils appellent ça? Tableau de bord. Tableau de bord. Il n'y a pas son tableau de bord... Ce qu'on a, c'est on a clarifié des mécanismes de gestion entre les deux sociétés, des trucs qui sont déjà clairs dans la loi, mais d'autres mécanismes aussi qu'on a ajoutés. Genre, s'il y a une modification au plan stratégique, évidemment, on veut en avoir une copie, le plan de développement durable, toutes des choses comme ça qu'on leur demande de nous fournir pour information. De quelle façon est-ce que ça passe? Puis... quand vous parliez tantôt, M. le ministre, la société ne peut, sans autorisation, en fait, c'est Maître Hudon qui mentionnait ça tantôt, acquérir, détenir ou céder des actions ou des parts d'une société, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement, le total de ses emprunts en cours non remboursés, et troisièmement, conclure un contrat, acquérir ou vendre un bien ou fournir un service au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement. Est-ce que, quel paragraphe, est-ce que tout ça, ça s'applique aux filiales? Ou y a-t-il plus un que l'autre? Ou comme... Merci, M. le Président. La réponse est dans le premier paragraphe qu'on ajoute dans l'article, là. On dit que ça va prendre un décret du gouvernement pour décider que ces paragraphes-là, 1, 2, 3, ces pouvoirs-là, 1, 2, 3, là, ça s'applique aux filiales. Les 3 vont s'appliquer aux filiales? Oui, bien, ça pourrait être une ou d'autres dispositions, mais ça pourrait être juste une sur les 3, mais c'est le gouvernement qui va décider dans quel cas ça va s'appliquer aux filiales. OK. Donc, puis pour l'instant... On parle ici du ministère de l'Économie. Mais c'est-à-dire, le gouvernement, c'est le Conseil des ministres? C'est le Conseil des ministres? Oui. Okay.
Fait que ça va aller jusqu'au Conseil des ministres. Oui, ça va prendre un décret du gouvernement qui va décider. Bien là, maintenant, là, on veut que les filiales, s'ils veulent acquérir ou céder des actions, des parts d'une société, ça prend l'autorisation du gouvernement. Ça va prendre un geste particulier pour ça. Merci. D'autres interventions? Oui. Donc, acquérir, détenir ou céder de ce qu'on pourrait permettre, par exemple, à une filiale, comme le Bas-Saint-Laurent, par exemple, et potentiellement à une autre filiale, on pourrait-tu faire elle pourrait faire directement l'acquisition, par exemple, d'un port fédéral qui est sous-financé? On pourrait-tu dire ce sont des investissements qui sont très, très, très importants? Est-ce qu'une filiale pourrait donc faire cela? Ça dépend de pour quelle raison la filiale serait constituée. Donc, le pouvoir de constituer, le pouvoir pour la société d'avoir des filiales, il est encadré. C'est dans l'exercice de ses activités qu'elle peut constituer des filiales. Donc, ça dépend pour quelle raison la filiale serait constituée. Puis, dans l'éventualité où une filiale serait constituée pour gérer un port, bien, elle aurait de la capacité d'acquérir, détenir ou céder des actions parce qu'elle a les mêmes droits que la société. OK. Donc, peut-être, M. le ministre, la prochaine question est plus pour vous. Là. Je m'attends à ce que la réponse soit dans l'ordre de la mission de l'État, quelque chose du genre, là, mais ça serait quoi le mécanisme d'acceptation de ce que la filiale peut faire? Parce que, tu sais, il y en a effectivement... Vos instincts, oui, mais vous trahissez pas. Mais encore, est-ce que vous pourriez mettre un peu plus que de la viande que moi j'ai mis sur là? Y a-t-il comme d'autres choses qui pourraient... Non. Par exemple, un port fédéral qui est abandonné ou peu financé, mais qui pourrait peut-être être sur le radar pour vous, là. Ben, en fait, il y a un port sur le territoire qui est de propriété québécoise. Ouais. Donc, on l'exploite en lien avec la mission. Je fais pas par exprès pour être obtus avec le collègue, mais vraiment, on est très limité dans les rôles qu'on peut avoir lorsqu'on donne une mission à une société d'État. Elle ne peut pas excéder son rôle. Et les contrôles vont avec le financement du Conseil du Trésor qu'on va apporter à la SPIB. Si, mettons, la SPIB veut faire des choses qui sont à l'extérieur de son mandat, bien, elle va se faire refuser du financement parce que c'est pas dans sa mission. Donc, les contrôles internes existent à ce niveau-là. Donc, c'est impossible que la SPIB ou autre entité gouvernementale puisse se faire financer si elle excède sa mission. D'ailleurs, pas pour réouvrir une plaie, là, mais dans l'article 1 et 2, d'où l'importance, pourquoi c'est important de mentionner que dans notre mission, on vous laisse donner le pouvoir de faire l'acquisition de terrain, parce que c'était pas expressément écrit dans notre mission. Donc maintenant, c'est entendu. Alors, c'est le genre de choses qui facilite le financement et qui nous aide justement à mesurer les impacts. Donc, oui, c'est exactement parce que c'est en lien avec sa mission et ça peut pas déroger de ça. Les aspects qualitatifs qui sont à l'extérieur du quantitatif, parce qu'on s'entend une mission de développement économique, on est dans le quantitatif, là, qui fait que tout le qualitatif de la chose, ça va être bon pour la circulation routière, ça va être bon pour ci, ça va être bon pour ça. Ça fait plus partie là, du processus de décision. Ça pourrait, dans l'optique où ce que... N'oubliez pas, le modèle d'affaires de la SPIB, c'est de préparer en amont les terrains pour recevoir les projets. Donc, elle fait actuellement des projets d'infrastructure. Elle prépare des routes pour être sûr qu'on peut recevoir des chantiers. Donc, ça pourrait, mais il faudrait que la SPIB explique que je fais ces travaux en lien avec ma mission pour la raison telle, telle, telle. Et c'est à son conseil d'administration de s'assurer qu'elle reste sur la mission. Et le gouvernement, dans son financement, s'assure que le conseil d'administration agit en ce sens. OK. OK. Donc, l'aspect qualitatif qui serait un peu champ gauche, là, ne serait pas porté. J'apporte ça parce qu'on a quand même discuté hier, justement, dans l'article, je ne me souviens pas si c'est 13, grosso modo, on parlait de ce qui pourrait être éventuellement considéré pour faire... pour considérer, en fait, les intérêts des Premières Nations, pour considérer l'intérêt de la ville, etc. Tout ce genre-là, on tasse ça de là parce que c'est vraiment la mission économique qui va être le driver en arrière de la décision. On doit toujours rester sur notre mission, faute d'être refusé notre financement. Puis, dernière question, qui serait au final responsable du financement dans un achat potentiel? Parce que là, on parle des filiales,
qui semble donc avoir une certaine liberté jusqu'à un certain montant, mais le financement, il se fait directement à partir du compte d'Éric Girard, si on peut dire comme ça, avec l'argent directement du ministère. On n'a pas des facilités bancaires indépendantes par chacune des filiales. C'est vraiment du financement gouvernemental. Qui est responsable de tout ça de façon consolidée à la SPIB? Bien, la SPIB génère des revenus par l'exploitation de son port et la vente de terrain et ainsi de suite. Donc, elle génère des revenus. Donc, dans les situations où elle génère assez de revenus, ça ne rentre pas en ligne de compte. Dans l'optique où pour assurer ses activités, elle a besoin de l'argent du gouvernement du Québec, mais à ce moment-là, le véhicule, ce serait de passer par le ministère des Finances qui lui octroie des crédits. Qui est responsable de ça? C'est ma question. Là. Ultimement, la SPIB se rapporte à un ministre. L'imputabilité se fait au ministre au moment des crédits. La SPIB a une limite de ce qu'elle peut faire comme emprunt. Oui, oui. Donc, tout ça est respecté, puis quand ça va au-delà de ça, ça tombe. Ça nécessite une décision ministérielle. OK. Ça va? Oui. Continuez. Si vous avez d'autres questions, c'est correct. Je peux en pondre une autre, là, mais... Si vous avez terminé, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Concernant l'article 14, pas d'intervention. On est prêt à procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 14 est adopté? Adopté. Parfait. On poursuit. L'article 15, Monsieur le ministre. L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement dans le premier alinéa de fonctions qui lui sont confiées par la loi par activité qu'elle exerce en application de la présente loi. L'article 15 du projet de loi propose essentiellement une modification de concordance à l'article 27 de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, avec notamment les articles 41 et 54 de cette loi, qui renvoie aux activités exercées par la Société, ainsi qu'avec la notion de territoire d'activité qui circonscrit les limites à l'intérieur desquelles la Société opère. Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 15? Peut-être une pour m'éclairer, Monsieur le ministre. J'essaie de comprendre. J'ai peut-être pas compris, c'est peut-être pour ça, mais en quoi est-ce que la formulation actuelle, bien, celle qui est proposée, est différente de la précédente en termes de pouvoir qui sera offert à la société ou ses filiales, que l'ancienne formulation permettait pas? Bien, si le collègue regarde le cahier, là, on va voir qu'on a biffé fonctions qui lui sont conférées par la loi à activités qu'elle exerce en application de la présente loi. Je ne suis pas juriste, peut-être maître... Question. Maître Houdon. Oui, merci, M. le Président. La modification ici est vraiment technique. Le libellé actuel qui renvoie à des fonctions, quand on regarde dans la loi, la SPIB n'exerce pas de fonctions. Elle a un territoire d'activité. Donc, un territoire d'activité, c'est un territoire à l'égard desquels elle peut exercer ses pouvoirs. Elle peut exercer des activités avec ses pouvoirs à l'intérieur de ce territoire-là. Puis quand on regarde les autres dispositions de la loi, notamment 41 et 54, là, on parle de faire rapport au gouvernement sur ses activités. Donc, la notion de fonction n'apparaît pas ailleurs dans la loi que là. Fait que c'est essentiellement de la concordance là, qui vient donner, je dirais, qui vient plus préciser avec justesse sur quoi pourrait porter éventuellement une directive qui pourrait être prise par la ministre qui s'appliquerait à la société. Donc, cette directive-là, elle ne concernerait pas les fonctions, parce qu'elle n'exerce pas vraiment des fonctions, mais ça concernerait essentiellement les activités qu'elle exerce à l'intérieur de son territoire qui lui est déterminé par la loi. OK. C'est bon. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'intervention, on va procéder à la mise aux voix de l'article 15. Est-ce que l'article 15 est adopté? Parfait. Poursuivez, Monsieur le ministre, l'article 16. L'article 36 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de être accompagné des états financiers distincts de chacune des filiales. L'article 36 de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour précise les règles de reddition de comptes applicables à la Société. L'article 16 du projet de loi modifie cet article afin de faire en sorte que les états financiers de la Société soient dorénavant accompagnés de ceux de chacune de ses filiales. Les interventions sur l'article 16. Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Bien, je le comprends, oui. Mais la question que je me pose, on parle de gouvernance, pourquoi il n'y a pas le rapport de gestion de chacune des filiales aussi? Ça se fait-tu? Ou comment se fait-il qu'il ne l'aurait pas? Ou... Bien, le collègue parle ici d'une obligation légale versus une bonne pratique.
c'est le genre de choses que, normalement, on ne trouve pas dans un projet de loi. On parle de pratiques de gestion, on parle d'être efficace, efficient, mais c'est pas le genre de choses qu'on trouve dans un projet de loi. Ici, on vient dire, tu dois accompagner tes états financiers avec les filiales lorsque vous faites rédition de compte au... Je comprends. Ma question, elle est plus peut-être d'ordre général, mais il y a eu quelques exemples, comme vous le savez, là, où est-ce qu'il y a des rapports qui n'ont pas été donnés à temps. Dans une livraison de rapport de gestion, de dire voici... ça accompagne généralement, là, les notes financières, ça accompagne généralement les états financiers. Je crois comprendre que c'est pas le cas actuellement. Je ne vais pas vous dire. Moi, je me pose la question, comment ça fait? Monsieur le Président, vous pouvez nous dire... Monsieur Olivier, la parole est à vous. Monsieur le Président, merci. Donc, aujourd'hui, on a une filiale, la SPBSG, qui fait son propre rapport annuel. Donc, ici, ce que ça va impliquer, c'est que nous, on intègre la portion résultats financiers. Donc, la SPBSG émet son rapport annuel comme en bonne pratique de gestion, mais nous, vraiment, ici, on va intégrer la portion résultats financiers dans notre rapport annuel dorénavant. Laissez-moi vous poser une question d'abord. Les états financiers que vous recevez là, de la succursale actuelle, là, oui. De la filiale actuelle, excusez, c'est les chiffres, c'est les tableaux, c'est état financier, état des résultats. C'est comment on pourrait le dire autrement, c'est cru. Il y a pas, c'est pas digeste, il n'y a pas comme un texte explicatif. Les notes, rapports de gestion, voici ce qui a été fait. C'est vraiment les chiffres, voici ce qu'il y en est, c'est ça? On reçoit quand même les états financiers complets. Donc, il y a un vérificateur qui est nommé à chaque année pour vérifier les états financiers de la SPBSG. Donc, on a accès à tout ce rapport-là. Mais il n'y a pas d'explication pourquoi la variabilité dans telle ligne du rapport financier. Ben, j'imagine que c'est plus les chiffres sont bons, on l'a vérifié, voici ce qu'il y en est. Oui, mais il faut voir que le contexte de la SPBSG est quand même assez simple. Ils sont mandatés par le ministère des Transports. Ouais. Donc, ils ont un budget, puis ils doivent respecter le budget. Donc, il n'y a pas de rapport de gestion qui est fait en tant que tel. Les rapports de gestion sont obligatoires selon la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Donc, elle est prévue, la SPIB doit le remettre. C'est la raison pour laquelle je pose la question. Donc, au niveau des filiales. Donc, les filiales doivent monter ça aussi. Est-ce que c'est inclus? Y a-t-il des rapports de gestion qui vont être faits au niveau des filiales? C'est pour la raison pour laquelle on pose la question. Je comprends. Oui, donc le conseil, il y a un conseil d'administration pour la Société portuaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Donc, le rendre compte est fait au conseil d'administration. Et nous, on a deux personnes, deux membres du conseil d'administration de la SPIB qui siègent sur ce conseil d'administration-là aussi. Donc, c'est la façon qu'on maintient le lien entre les deux sociétés au quotidien. OK. Bien, je vous entends. Je trouve pas ça suffisant. On se comprend, là. Je pense que c'est la loi, ça devrait être le fait. Est-ce que la loi s'applique autant aux filiales qu'à la SPIB? La réponse devrait être oui pour le rapport de gestion, la livraison d'un rapport de gestion. Pour que la bonne gestion se fasse dans la machine, OK, me semble que il faudrait suivre. Je vais prendre un exemple dans le secteur privé. Si j'ai un organisme qui a une multitude de filiales à travers le monde, le rapport consolidé de gestion doit inclure toute notion aberrante ou toute crainte qui découlerait d'une des filiales. On impose que dans l'organisme principal, qu'on nous donne le rapport de gestion qui devrait être transparent, auditer et vérifier toutes les filiales qui pourraient exister. Moi, je pense qu'on comprends l'exemple que vous donnez, puis dans le privé, il y a carotte-bâton qui est un petit peu plus facile à s'assurer que la gestion se fasse de façon efficace. Dans le public, c'est pas pareil. Fait que c'est pour ça que je me dis, bien, dans le public, c'est pas pareil dans le sens qu'il n'y a pas cette obligation-là de le faire, donc c'est possible que ça se fasse pas, puis il n'y aura pas vraiment de conséquences. Fait que pour moi, c'est important qu'on mette ici l'obligation de livrer le rapport de gestion des filiales. Puis en passant, dans une compagnie privée, ce rapport de gestion-là se fait dans le quotidien. Dans le quotidien, là, toutes les succursales que j'avais du monde qui nous appelait puis qui nous envoyait des rapports à toutes les semaines de gestion. Voici ce qui s'est passé, etc. Ce qui ne semble pas être le cas. Donc, je repose ma question. Annuellement, hein, c'est des rapports financiers annuels. Annuellement, il devrait avoir un rapport de gestion, surtout que c'est la loi.
Il y a- au niveau des Moi, je Société d'État. persiste à croire que la somme de toutes les activités des filiales sont regroupées dans le rapport de gestion consolidé de la Oui, mais il n'y SPID. a pas de mécanisme pour le faire, pour s'en assurer. C'est dans la loi de la gouvernance des sociétés d'État qu'il prévoit, qu'il l'oblige. Puis après ça, le contrôle qui vient suivre, c'est les crédits. À tous les années, on a le droit de demander l'information sur les Oui. filiales, on a le droit de valider et de vérifier. Je comprends. Toute aberration est sujet à contrôle. Moi, je ne vois pas l'enjeu que le collègue voit. Bien, c'est parce que l'enjeu est très simple. Là, on donne des pouvoirs à une filiale, à des filiales qui n'existaient pas avant. Non, fait c'est que pas là, ça qu'on on le fait. fait. Là. On délègue un On pouvoir délègue. existant. On délègue un des- pouvoir existant. On délègue des pouvoirs existants à une filiale qui n'existait pas avant. Fait que là, maintenant qu'on fait ça, vient avec ça des obligations. Je vais donner un exemple aux collègues. Hier, on parlait, puis on a parlé un petit peu longtemps, sur les signatures Oui, des personnes qu'on délègue pour signer pour nous. oui. Mais ultimement, le nombre de personnes qu'on délègue est secondaire à la personne qui a délégué, ultimement, qui est responsable et imputable. Dans ce cas-ci, la personne qui délègue la signature, c'est la SPIB. Les personnes en dessous d'elle sont responsables à la SPIB. Donc, le contrôle ultime, l'imputabilité ultime retombe sur la SPIB. Personne qu'on contrôle avec la loi sur la gouvernance. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on doit contrôler aussi étroitement les filiales. Je comprends ce que vous me dites, M. le ministre, mais je vois tellement de possibilités que ça tombe entre les cracks que je me dis, dans le fond, ici, c'est pas plus complexe. C'est une obligation que les sociétés d'État ont qui, normalement, devrait découler dans les filiales des sociétés d'État aussi. On demande des rapports financiers. On devrait avoir des rapports de gestion. Je suis pas d'accord. En tout cas, Alors, d'autres interventions? ben là, On a un impasse. on s'entend qu'on s'entend pas. là. Mais je l'adore, mon collègue, M. le Président. Ah, ça, j'en doute pas, c'est évident. C'est un homme Mais, rigoureux et j'ai dédié. peut-être j'ai la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui souhaite intervenir. Allez-y. Oui, c'est une question, parce qu'il m'apparaît avoir une... c'est juste de clarification. Quand vous parlez, autant vous que M. le Président, vous utilisez le terme consolidé, intégré, quand vous parlez des états financiers, alors que dans l'article, dans l'amendement, on dit accompagner des états financiers. Ma lecture, je ne suis pas juriste, et c'est les juristes qui ont toujours raison, mais en bout de ligne, si je produis mes états financiers comme SPIP et que j'accompagne, on n'est pas en train de parler d'états financiers consolidés dans ma compréhension. Quand je disais consolider, je ne parlais pas qu'on consolidait tout. Je voulais dire qu'on prenait en vrac tous les états financiers dans un paquet. Pas qu'on faisait un consolidé de tout ce qui était reçu. Bien, c'est ce que je voulais me faire clarifier. Désolé. Parce que le terme intégré aussi... C'est effectivement... Non, ça veut dire je suis, c'est pas pire. Non, mais c'est pas pire. Puis, tu sais, si les avocats ont toujours raison, ceux qui écrivent les lois doivent être pas loin. Là. Yes, Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Peut-être donner un autre exemple, Monsieur le ministre, puis parce que j'ai eu à faire avec ce client-là pendant des années, je peux vous dire, la Caisse a des succursales qui font des rapports financiers et des rapports de gestion. Et le tout est consolidé dans le rapport annuel de la Caisse de dépôt. On a un lien sur CDPQ Infra. On a toute l'information de la gestion de CDPQ Infra à l'intérieur du rapport de la Caisse de dépôt. Fait que c'est dans ce contexte. On ne parle pas du même gabarit, là, je suis d'accord. Là. Multinationales, avec Je des comprends. actifs dans les Oui, milliards. mais Monsieur le ministre, c'est pas quelque chose qui est irrationnel, c'est quelque chose qui se fait. On met les meilleures pratiques en place pour la soutenabilité à long terme. Il me semble que, en tout cas, Souhaite. on peut-tu entendre? Ouais, ben, c'est le ministre. Est-ce que Ah, OK, souhaite d'accord. que M. Olby réponde? Souhaitez-vous qu'on suspende les travaux, cher? Ça va? Juste pour Monsieur le donner ministre? un ordre de grandeur, désolé, Monsieur le Président, j'avais besoin d'une précision. La faute est la mienne de retarder nos projets. Mais quand on regarde les filiales, on parle des projets d'à peu près 5 millions. Le collègue évoque la Caisse de dépôt. Là. On n'est pas du tout dans la même grandeur d'ordre de projet ou de filiale. Là. On parle d'un bras
qui est très proche sur un territoire restreint, dont la SPIB a le plein contrôle en tout temps et qui gère étroitement. Humblement, je vois pas le problème. Je comprends le point de vue du ministre, mais il y a quand même des entités avec du personnel qui est spécifique à chacune des filiales, n'est-ce pas? Donc, si c'est le cas, ils ont des responsabilités, ils ont un 24 heures par jour, 7 jours par semaine de temps, en assumant qu'ils travaillent tout ce temps-là, de disponible à rendre des comptes si besoin il y a. Fait que... Monsieur Olivier souhaite intervenir ou Monsieur le ministre? Non? Pas d'autres interventions? Monsieur le député de Marguerite Bourgeois, vous souhaitez poursuivre? Non? Non? Pas d'autres questions? D'autres interventions sur l'article 16? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 16 est adopté? Sur division plus? Sur division. OK, parfait. Merci. Donc, on poursuit. Article 17. Monsieur le ministre. Oui. L'article 37 de cette loi est modifié par l'insertion après société de « ainsi que les états financiers distincts de chacune de ses filiales ». L'article 17 du projet de loi apporte une modification de concordance à l'article 37 de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, en lien avec l'obligation proposée par l'article 16 du projet de loi de joindre aux états financiers de la Société ceux de chacune de ses filiales. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, j'avais pas terminé. Désolé, j'avalais ma salive. L'ensemble de ces documents devront être déposés annuellement à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Désolé. Ça va? Non. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 17? Pas d'intervention. Nous allons procéder à ces mises aux voix. Est-ce que l'article 17 est adopté? Adopté. Adopté. Excellent. Article 18, Monsieur le ministre. L'article 41 de cette loi est modifié par l'insertion à la fin de et celle de ses filiales. L'article 18 du projet de loi modifie l'article 41 de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour afin de conférer à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie le pouvoir d'exiger que la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour lui fournisse des renseignements concernant ses filiales. Merci. Des interventions sur l'article 18? Pas d'intervention. Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 18 est adopté? Adopté. Adopté. Monsieur le ministre, un autre test de lecture. L'article 19. Allez-y. Oui. En bas de 3 minutes. Même un défi en bas de 3 minutes. Allez-y, Monsieur le ministre. L'annexe 1 de cette loi est remplacée par la suivante. Annexe 1, article 21, territoire d'activité de la Société. Le territoire compris dans celui de la ville de Bécancour à l'intérieur duquel la Société exerce sa mission comprend 1. L'ensemble des lots ou parties de lots du cadastre du Québec compris à l'intérieur du périmètre partant du point situé à l'intersection des lots 3 294 083 et 3 294 086 et du fleuve Saint-Laurent. De la suivant une direction sud-est jusqu'à l'emprise nord-ouest du lot 3 540 448, autoroute 30, et bornée au nord-est par la partie du lot 3 294 086 décrite au paragraphe 2, ainsi que par le lot 3 294 102 de la suivante direction et long de l'emprise nord-ouest des lots 3 540 448 et 3 540 447, autoroute 30, jusqu'au centre de la rivière Gentilly. De là vers le sud, le long du centre de la rivière Gentilly jusqu'à la branche sud-ouest de la rivière Gentilly. De là vers le sud-ouest, le long du centre de la branche sud-ouest de la rivière Gentilly jusqu'à la limite sud-est du lot 3 294 550. De là vers le sud-ouest et en suivant le centre de la rivière de Grand Saint-Louis jusqu'à la limite sud-ouest du lot 3 295 082. De là, suivant la direction nord-ouest jusqu'à la limite sud-est du lot 3 294 469 et borné au sud-ouest par les lots 2 295 000
3 295 083, 3 294 480 et 3 294 479 et traversant le lot 3 416 982, suivant cette même direction, de la suivant une direction sud-ouest et bornée par le sud-est, par le lot 3 294 479, de la suivant une direction nord-ouest jusqu'à l'emprise nord-ouest du lot 5 991 590, chemin Louis-Riel, et borné au sud-ouest par les lots 3 294 479, 3 294 485, 3 294 486, 3 294 487, 3 294 488, 5 68 804 et 6 459 050 et traversant les lots 3 294 467 et 5 991 590, chemin Louis-Riel, suivant cette même direction, de la suivante direction nord-est le long de l'emprise nord-ouest du lot 5 991 590, chemin Louis-Riel, et borné au nord-ouest par les lots 3 294 588, 3 294 604, 3 294 587. Je vous entends rire, collègues. 3 294 589, 3 544 463, 3 294 603, 3 294 602, de la suivante direction nord-ouest jusqu'à l'emprise nord-ouest du lot 3 295 200 rue des Ormeaux et borné au sud-ouest par les lots 3 294 602, 6 507 485, 6 507 483, 3 417 073, 3 535 673 et 3 295 200 et de là, suivant une direction sud-ouest le long de l'emprise nord-ouest du lot, 3 295 200 rue des Ormeaux et borné au nord-ouest par les lots 3 294 848, 3 416 872, 3 294 890 et 3 294 892. De là, suivant une direction nord-ouest jusqu'à la limite sud-est du lot, 3 293 752 et borné au sud-ouest par les lots 3 294 884 et 3 293 623, 3 293 606 et 3 293 609 et traversant les lots 3 417 055 autoroute 30, 6 008 489, 3 295 196 avenue Nicolas Perrault et 3 293 947 suivant cette même direction. Ça ne sera pas long. De là, suivant une direction sud-ouest jusqu'à la limite sud-ouest du lot 3 293 961, 3 293 951 et 3 293 950. De là, suivant une direction nord-ouest jusqu'au centre du fleuve Saint-Laurent et borné au sud-ouest par les lots 3 293 738, 3 293 736 et 3 293 407 et traversant le lot 3 295 206 boulevard Bécancour. Suivant cette même direction, de là vers le nord-est, suivant le centre du fleuve Saint-Laurent jusqu'au point de rencontre du prolongement de la limite nord-est de la partie du lot 3 294 086, décrite au paragraphe 2, de là suivant une direction sud-est, le long du prolongement de la limite nord-est de la partie du lot
3 294 086, décrit au paragraphe 2, jusqu'à la limite nord-ouest de ce lot, de l'axe suivant en direction sud-ouest jusqu'au point de départ et borné vers le sud par la partie du lot 3 294 086, décrite au paragraphe 2. 2. La partie du lot 3 294 086 du cadastre du Québec, comprise à l'intérieur du périmètre partant du point situé à l'intersection du lot 3 294 083 et 3 294 086 et du fleuve Saint-Laurent, de la suivante direction nord-est, sur une distance d'environ 800 mètres et bornée au nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent, au nord-est par la partie résiduelle du lot 3 294 086, au sud-est par le lot 3 294 102 et au sud-ouest par le lot 3 294 083. 3. Le lot 3 540 180 du cadastre du Québec. Il comprend également les lots et parties de l'eau ci-après visés par une acquisition effectuée en vertu du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, chapitre S-16.001. L'article 19 du projet de loi remplace l'annexe 1 de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour afin principalement de décrire le territoire d'activité de la Société en fonction de la rénovation cadastrale le concernant et d'y intégrer le territoire du parc La Prade de l'article 24 du projet de loi du parc La Prade que l'article 24 du projet de loi transfère à la Société. Oui, merci, Monsieur le ministre. Je peux prendre une gorgée d'eau, mais énorme, défi non réussi, mais on n'aurait pas fait mieux. Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 19? Oui, Madame la députée Sainte-Marie Saint-Jean. Oui. Ah, ben vas-y. Oui. Allez-y. Oui, allez-y, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. En fait, je ne critiquerai pas les chiffres parce qu'il y en a beaucoup trop. Félicitations à votre lecture. Mais ce qui me frappe vraiment à la lecture, et je tenais à vous le partager, c'est comment, dans notre culture, tout ça est des numéros de lot et comment il y en a pour qui c'est leur territoire ancestral. Juste ça, je voulais dire. Merci pour votre intervention. Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Pareillement, félicitations, Monsieur le ministre. 3 minutes, j'étais vraiment trop optimiste, mais quand même, là, c'est... en fait, peut-être, si jamais il y a un autre exercice du genre, on est tous d'accord que le 3 millions était répétitif, presque partout. Il y avait une exception, c'était 5 millions. On aurait peut-être pu, je ne sais pas si c'est possible, une exemption de, pas besoin de dire la première décimale, mais en tout cas, à voir. La municipalité de Bécancour avait quand même fait une demande pour exempter un ensemble de lots. Puis, je peux peut-être les lire, si vous voulez. Il y en a quelques-uns comme... Peut-être le collègue peut le lire. Bien, je pourrais peut-être le faire. En fait, il y a des lots qui commencent avec 6 millions. Il y a des lots, plusieurs avec des 6 millions. Donc, qui sont inclus donc, dans tout. Dans le fond... Il y en a-tu qui ont été exemptés? Pourquoi ils n'ont pas été exemptés, ceux qui n'ont pas été exemptés? On va répondre présent à la demande de la Ville de Bécancour dans un amendement qu'on va déposer plus tard. Ah. Bon. Ici, on vient juste définir les nouveaux territoires qu'on va faire à l'acquisition en guise... OK, donc les exemptions que la Ville demandait vont être inclus dans un amendement plus tard. Ça arrive pas. Merci de m'avoir évité de faire la lecture de... Tout ce que je peux faire pour vous aider, collègue. Bon. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'accord. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va être prêt à procéder à la mise aux voix de l'article 19. Est-ce que l'article 19 est adopté? Adopté. Adopté sur division. Parfait. Alors, on poursuit l'article 20, Monsieur le ministre. Section 2, dispositions modificatives concernant l'exercice d'un droit de préemption. Article 20, loi sur les cités et villes. 20, l'article 572.0.3 de la loi sur les cités et villes, chapitre C-19, est modifié par le remplacement, dans le 4e alinéa, de « Dans un tel cas, la municipalité en informe la Société d'habitation du Québec par
ou par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour en vertu de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, chapitre S-16.001. Dans un tel cas, la municipalité en informe la société visée. L'article 20 du projet de loi modifie l'article 572.0.3 de la loi sur la cité et ville afin de confirmer la prépondérance du droit de préemption d'une municipalité sur celui de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Ainsi, la société sera éventuellement tenue de radier l'avis d'assujettissement d'un immeuble au droit de préemption qu'elle aura inscrit au registre foncier si la Ville de Bécancour se prévaut par ce même immeuble du droit de préemption que lui confère la loi sur la cité et ville. Merci. Des interventions sur l'article 20. Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, je vais avoir la même question pour 20, 21, 22 et 23 parce qu'on a des entités qui sont différentes dans chacun des 4 articles. OK? Mais la question reste la même. Fait que donc, de quelle façon est-ce que les droits de préemption vont se réaliser dans quel ordre? Qui a comme préséance par rapport à l'autre? Puis juste pour qu'on puisse l'avoir enregistré et bien expliquer là, à tous qui nous regardent. Donc, c'est ça pour la situation actuelle, mais ça va être différent. Ça va être une société différente, là, 21, 22 et 23. Dans la loi, comment elle s'appelle? La loi sur les cités et villes, on a donné le droit aux villes d'avoir un droit de préemption. Dans le cas ici qui nous occupe, la Ville va maintenir son droit primaire de préemption. Arrive après ça la Société d'habitation du Québec. Puis après ça, il y a qui d'autre? Il y a la Ville, la Société de transport, SHQ, puis en dernier, il va y avoir la SPIB. Donc, elle passe après tout ce monde-là. Fait en haut, c'est la Ville. La Ville. Le premier. Après ça, c'est... C'est le ministère du Transport ou... MT. Bien, peut-être Maître Hudon pour nous dire. Il y a la ça va éviter chronologie. le fait que je fais le... C'est à vous. Merci, M. le Président. Je peux juste apporter une précision par rapport à ce que le ministre a dit. Là. Il y a des organismes municipaux qui ont un droit de préemption. Il y a la Société d'habitation, puis maintenant la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Au niveau des organismes municipaux, donc on parle cités et villes, code municipal, société de transport en commun, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, aussitôt que dans ces trois-là. Donc, s'il y a une municipalité qui est régie par la loi sur les cités et villes ou par le code municipal enregistre un avis d'assujettissement par rapport à un lot, bien, une autre ville ou la société de transport ne peut pas arriver après. C'est premier arrivé, premier servi. Premier groupe. Dans le premier groupe, là, c'est le premier entre les trois types d'organisations, c'est le premier qui enregistre l'avis qui a prépondérance. Puis ça, le projet de loi ici ne change rien là-dessus. Il ne change rien à ça. On l'a, c'est dans la l'alinéa qui précède celui qu'on modifie. D'accord. On ne change pas ça du tout. OK. Après ça. À l'égard de la Société d'habitation puis de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, la Ville a prépondérance. C'est-à-dire que même si la Société du parc industriel a enregistré un droit de préemption, son avis d'assujettissement, si la Ville, après, veut elle-même prendre possession de l'immeuble, elle va enregistrer son propre avis, puis la Société va être obligée de radier le sien. Donc, à l'égard de la municipalité, des sociétés de transport en commun, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, à l'égard de son droit de préemption, elle peut se faire tasser n'importe quand. OK. Fait que si on parle de la Société d'habitation du Québec... Exact. Puis quand on va arriver dans la loi Société d'habitation, on va voir que même la Société d'habitation du Québec a prépondérance par rapport à la loi, par rapport à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Je vais vous reposer la question à l'article 22. 21. Sur l'article 20, vous prêt à procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 20 est adopté? Adopté. Merci. Donc, on poursuit. Article 21, M. le ministre. L'article 1104.1.3 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, est modifié par le remplacement dans le 4e alinéa de « Dans un tel cas, la municipalité en informe la Société d'habitation du Québec par ou par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, en vertu de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, chapitre S-16.001. Dans un tel cas, la municipalité en informe la société visée. »
L'article 21 du projet de loi modifie l'article 1104.1.3 du Code municipal de Québec afin de confirmer la prépondérance du droit de préemption d'une municipalité régie par le Code municipal du Québec sur celui de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Ainsi, la Société sera éventuellement tenue de radier l'avis d'assujettissement d'un immeuble au droit de préemption qu'elle aura inscrit au registre foncier si une municipalité régie par le Code municipal du Québec se prévaut sur ce même immeuble du droit de préemption que lui confère cette loi. Merci. Des interventions concernant l'article 21. Monsieur le député Monsieur le Marguerite Bourgeois. Président, peut-être si monsieur, donc juste pour, encore une fois, simplement donner la chronologie, l'ordre pour tous dans cet exemple. Maître Houdon, la parole est à vous. Monsieur le Président. Alors, c'est exactement comme la disposition précédente. Donc, dans la loi, le Code municipal, on prévoit que l'exercice d'un droit de préemption par un organisme municipal est accordé de façon prépondérante à l'organisme municipal le premier qui aura enregistré un avis d'assujettissement. Si jamais la Société d'habitation du Québec ou la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour enregistre un avis d'assujettissement pour exercer son droit de préemption sur un immeuble, puis que par la suite, une municipalité qui est régie par le Code municipal désire elle-même exercer un droit de préemption sur le même immeuble, bien, elle va pouvoir avoir prépondérance et on va exiger que l'avis d'assujettissement qui a été enregistré par la Société soit radié du registre foncier. Excellent. Merci. Pas d'autres interventions? Prêt à procéder à la mise au voie de l'article 21. Est-ce que l'article 21 est adopté? Adopté. L'article 22, Monsieur le ministre. L'article 68.18 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, chapitre S-8, est modifié par l'insertion après le troisième alinéa du suivant. Un avis d'assujettissement peut toutefois être inscrit à l'égard d'un immeuble qui a fait l'objet d'un tel avis inscrit par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour en vertu de la loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, chapitre S-16.001. Dans un tel cas, la Société en informe la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour qui fait alors radier cet avis au registre foncier. La Société rembourse à cette dernière les dépenses qu'elle a engagées relativement à cet avis. L'article 22 du projet de loi modifie l'article 68.18 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec afin de confirmer la prépondérance du droit de préemption de la Société d'habitation du Québec sur celui de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Ainsi, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour sera éventuellement tenue de radier l'avis d'assujettissement d'un immeuble au droit de préemption qu'elle aura inscrit au registre foncier si la Société d'habitation du Québec se prévoit du droit de préemption que lui confère sa loi constitutive sur ce même immeuble. Monsieur le ministre, Monsieur le député Marguerite Bourgeois, même chose que Merci, tantôt. Monsieur le Président. Si monsieur, donc, juste, encore une fois... Maître Houdon, la parole est à vous. De façon Merci, exécutive. Monsieur le Président. Alors, on peut voir que dans la disposition 68.18, là, avant le paragraphe qu'on introduit, on voit que la Société, elle ne peut pas inscrire un avis d'assujettissement pour exercer un droit de préemption s'il y a déjà un avis qui est inscrit par une municipalité ou une société de transport en commun. Donc, on voit qu'elle passe en dernier. Là, ce qu'on prévoit dans l'amendement, c'est qu'on dit si jamais il y a eu un avis d'assujettissement à un droit de préemption qui a été enregistré par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, mais la Société d'habitation va pouvoir avoir prépondérance et exiger que cet avis-là soit radié pour qu'elle-même puisse exercer son propre droit. Donc, on voit ici là, qu'on arrive, on étant la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, là, dans toute la pyramide de ceux qui détiennent un droit, arrive vraiment en dernier. En dernier, c'est ça. Toutes les autres sociétés... Peuvent avoir prépondérance dans l'éventualité où ils veulent exercer leur propre droit de préemption sur le même immeuble. Puis peut-être juste pour clarifier pour tous, l'ordre, nonobstant les villes, l'ordre dans les sociétés, c'est lequel encore? Ça va être Société d'habitation, Société du parc industriel et portuaire de Bécancour en deuxième. OK. Merci. Pas d'autres interventions concernant l'article 22. Il n'y a pas d'autres interventions. Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 22 est adopté? Adopté. Adopté. On poursuit l'article 23, Monsieur le ministre. L'article 92.0.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, chapitre S-30.01, est modifié par le remplacement dans le quatrième alinéa de « Dans un tel cas, la Société informe la Société d'habitation du Québec par ou par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, en vertu de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, chapitre S-16.001. Dans un tel cas, la Société en informe, selon le cas, la Société d'habitation du Québec ou la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. L'article 23 du projet de loi modifie l'article 92.03
1.0.3 de la loi sur les sociétés de transport en commun afin de confirmer la prépondérance du droit de préemption d'une société de transport en commun sur celui de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Ainsi, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour sera éventuellement tenue de radier l'avis d'assujettissement d'un immeuble au droit de préemption qu'elle aura inscrit au registre foncier si une société de transport en commun se prévaut du droit de préemption qui lui confère la loi sur ce même immeuble. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 23? Merci, M. le Président, la dernière fois. Maître Boudon? Merci, M. le Président. Alors ici, c'est la dernière concordance qui est nécessaire en matière d'exercice du droit de préemption. Donc, on vient confirmer ici que pour les sociétés de transport en commun qui disposent de ce même droit de préemption-là, si jamais ils veulent l'exercer sur un immeuble à l'égard desquels la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour a elle-même enregistré un avis d'assujettissement au registre foncier, elle pourra exiger la radiation de cet avis-là pour que la société de transport puisse exercer son propre droit de préemption. Merci, M. Donc, dernière question par rapport à ça, c'est au niveau des municipalités, on a compris le mécanisme, c'est le premier arrivé, premier servi dans la première échelle. C'est exactement ça. Okay. Maintenant, entre la Société d'habitation du Québec et la Société des transports en commun, y a-t-il un ordre? C'est la Société d'habitation qui passe en deuxième, en raison du paragraphe qui est déjà existant ici. OK. Donc, la Société de transport en commun est prioritaire. Oui. OK. Ensuite vient la Société d'habitation du Québec. Exact. Ensuite vient le SPIB. Bien, si je veux juste rectifier un aspect, quand on parle, les sociétés de transport en commun sont au même niveau que les cités et villes et les municipalités régies par le Code municipal. C'est premier arrivé, premier servi, entre les trois. Ah, okay, parce que c'est considéré comme un organisme municipal au sens de la loi. Donc, dans les organismes municipaux, il y a les villes régies par les cités et villes, les municipalités régies par le Code municipal, puis il y a les sociétés de transport en commun. Donc, pour ces trois catégories-là, c'est premier arrivé, premier servi. Dans cette catégorie-là, premier arrivé, premier servi. Ensuite, c'est la Société d'habitation du Québec. Ensuite, c'est le SPIB. Exactement, M. le Président. Merci. Pas d'autres interventions? Oui, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. On va y arriver. Oui. Encore, question de clarification. Je vois où l'amendement vient se situer dans le texte et je me demande pourquoi la dernière phrase dit « Dans un tel cas, la société en informe, selon le cas, la société d'habitation ou la société. » Pourquoi on met la société d'habitation ici, puisque ça doit déjà exister dans la loi sur l'habitation, justement, avec leur droit de la loi du... En tout cas, pourquoi on les voit apparaître ici tout d'un coup? Merci, M. le Président. C'est qu'ici, il y a les deux cas de figure possibles. Donc, il peut y avoir un immeuble dans un endroit où la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour n'a pas enregistré un avis d'assujettissement, mais que la Société d'habitation le fait. Donc là, ce que ça vient dire, bien, si c'est le cas, puis qu'une société de transport veut exercer son propre droit de préemption sur cet immeuble-là, bien, il devra en informer la Société d'habitation qui devra radier son avis au registre. Puis l'autre cas, c'est le cas de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, on vise les deux cas de figure ici. Okay. Mais pour déterminer la prépondérance entre la Société d'habitation et la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, bien là, il faut se référer à la loi sur la Société d'habitation qu'on a vue précédemment. OK. Donc, c'est pas une redondance. Parce que ça doit être écrit à quelque part dans la loi sur la Société d'habitation que, justement, le transport ou l'habitation... transport a prépondérance sur l'habitation. Oui, c'est exactement, c'est écrit. C'est déjà inscrit. Oui. Alors, c'était un peu ça ma surprise de dire, OK, on suit la loi, donc ça, c'est déjà inscrit. Alors, je ne comprenais pas pourquoi, ici, on venait le... Tu sais, souvent, me se fait dire, le législateur ne parle pas pour rien. Fait que je me demandais si on était en train de parler pour rien. Non, Monsieur le Président, on ne parle pas pour rien dire. Je vais vous donner les deux cas de figure qui sont visés. Dans la loi sur la Société d'habitation, ce qui est prévu, c'est que la Société d'habitation ne peut pas enregistrer un avis d'assujettissement à son droit de préemption s'il y a déjà un avis qui est enregistré par une municipalité ou la Société de transport en commun. Ah, d'accord. Donc là, on voit que si déjà quelqu'un a levé la main, au niveau des organismes municipaux, la Société d'habitation ne peut rien faire. Ici, ce qu'on vient de dire, c'est que si la Société d'habitation a levé la main puis elle a enregistré un avis d'assujettissement, puis que là, la Société de transport veut elle-même, par la suite, enregistrer le sien, bien là, on lui donne prépondérance. OK. Donc, dans les deux cas, le résultat est le même, mais c'est deux cas de figure différents. OK, je comprends. En fait, ma compréhension est celle-ci, c'est-à-dire que on vient effectivement, à travers cette loi qui ne regarde pas l'habitation, on vient
modifier quelque chose dans la loi sur l'habitation qui vient rectifier, ou peut-être pas rectifier, mais qui vient clarifier l'ordonnancement des priorités de préemption. Exactement, M. le Président. C'est à partir du moment où on confère un nouveau droit de préemption à une nouvelle entité, bien, si on veut que intégrer l'exercice de ce droit-là à l'intérieur de ceux qui peuvent déjà l'exercer, bien, on n'a pas le choix de modifier les lois constitutives de chacun de ces organismes-là. Ouais. Donc ici, en le faisant, bien, on vient vraiment confirmer le fait que, bien, dans l'exercice de son droit de préemption, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, malheureusement ou heureusement, peu importe, va être toujours en dernier au niveau de l'exercice de son droit prépondérant, si jamais quelqu'un d'autre, une autre organisation qui dispose du même droit, décide de se prévaloir de son droit. J'avais bien compris ce bout-là. Merci. Ça va? Merci, M. Trudon. Merci, Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant l'article 23? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 23 est adopté? Adopté. Donc, nous sommes rendus au chapitre 3, dispositions générales, transitoire et finale, pardon. Donc, l'article 24, M. le ministre. Oui. Le gouvernement cède à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour selon la valeur et aux conditions convenues dans une entente d'immeuble industriel désigné comme étant le lot 3 540 188 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet 2, dans une superficie d'environ 101 000,97 hectares, incluant le terrain et tous les bâtiments et infrastructures qui y sont érigés, immeubles dont la Société assure la gestion en vertu d'un mandat confié par le gouvernement par le décret 1162-2023 du 12 juillet 2023. La loi considérant les droits sur les mutations immobilières, chapitre D 15.1, ne s'applique pas aux transferts effectués en vertu du premier alinéa. L'article 24 du projet de loi prévoit la cession de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour du lot 3 540 188 du cadastre du Québec, lequel correspond à un immeuble identifié comme étant le parc La Prade. Aucun droit de mutation ne sera payable à la ville de Bécancour par la Société à la suite de ce transfert. Ça va? Est-ce que des interventions concernant l'article 24? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 24 est adopté? Adopté. Adopté. Parfait. Monsieur le ministre, l'article 25. Le décret numéro 1162-2022 du 12 juillet 2023 concernant la gestion par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour de l'immeuble industriel désigné comme étant le lot 3 540 188 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet 2 est abrogé. L'article 25 du projet de loi abroge le décret par lequel le gouvernement a confié à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour le mandat de gérer le parc La Prade. En effet, à partir du moment où la Société devient propriétaire de cet immeuble en vertu de l'article 24 du projet de loi, le mandat de gestion qui lui a été conféré n'est plus requis. Merci. Est-ce que des interventions concernant l'article 25? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 25 est adopté? Adopté. Bon, maintenant, puisque l'article 26 fait référence à l'article 10 et que nous avons suspendu l'article 10, je dois avoir votre consentement pour ouvrir l'article 10. Est-ce que j'ai votre consentement? Consentement. Donc, on retourne à l'article 10. En fait, oui, non. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. En fait, notre souhait, Monsieur le Président, c'est de garder en suspens l'article 10. Je comprends qu'on réfère à l'article 10 ici, donc je propose qu'on suspend l'article 26. Parfait. Donc, ça va. Donc, est-ce que... parce que tantôt, je vous ai demandé votre consentement pour l'ouvrir, vous me l'avez donné quand même. Donc, j'ai besoin de votre consentement pour le suspendre à nouveau. S'il vous plaît. J'ai besoin de votre consentement pour suspendre à nouveau l'article 10. Et j'ai besoin de votre consentement pour suspendre l'article 26. Oui. On va voir, est-ce que j'ai votre consentement? Excellent. Merci. Maintenant, l'article 27. Monsieur le ministre. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur indiquez ici la date de sanction de la présente loi, à l'exception de celle de l'article 25 qui entre en vigueur à la date déterminée par le gouvernement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 27? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 27 est adopté? Adopté. Nous allons suspendre les travaux quelques instants. Parfait. Merci.
Alors, nous allons reprendre les travaux. Compte tenu des discussions, je vais présenter une motion d'ajournement. Donc, en vertu de l'article 165 du règlement, je fais motion pour que la commission ajourne ses travaux. Est-ce qu'il y a des interventions concernant la motion? Donc, elle est adoptée. Adoptée? Adoptée, excellent. Donc, je vous remercie pour votre belle collaboration ce matin. La commission ajourne ses travaux au mardi 11 février 2025 à 9h45 où elle entreprendra un autre mandat. Merci tout le monde. Merci.